qui va faire sa présentation. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Donc je suis en fait, juste pour effectivement être très très clair, je ne suis pas éditeur, moi je suis consultant. Ça fait depuis les années 86 que je suis dans le domaine de l'IT, en particulier des réseaux. Et depuis 10 ans, j'interviens en tant que consultant autour de la gestion de la performance. Et quand on parle justement d'observabilité, je trouve qu'on est complètement dans le sujet, parce que typiquement l'observabilité, c'est pas pour un éditeur en particulier. Le principe de l'observabilité, c'est bien d'aller chercher des informations dans les différentes couches de bout en bout pour pouvoir effectivement les agréger et derrière effectivement opérer le SI. D'accord. Donc en fait, je vais aborder un sujet qui peut paraître un peu particulier, qui va sûrement intéresser à la fois les éditeurs et les clients, tout simplement parce que je vais justifier d'autant plus l'utilisation des outils pour pouvoir effectivement, les utiliser non seulement en production, ça c'est assez classique, hein, on fait du monitoring souvent, d'ailleurs on associe monitoring, supervision pour faire être capable d'intervenir en cas d'incident. Mais là, je vais vous montrer qu'en fin de compte, ces outils-là, qui sont utilisés en prod, peuvent être aussi utilisés non seulement à chaud, mais à froid, non seulement en prod, mais aussi, évidemment, ce qui est quand même un peu plus fréquent dans les phases de stress test, mais aussi en développement. Alors, ceci s'appuie sur justement plus de 10 ans d'expérience. J'ai travaillé pour un certain nombre de grosses sociétés type AXA et autres banques en tout genre, qu'elles soient rouges et noires, vertes ou tout ce qu'on veut, et aussi des industriels, des gens qui envoient des avions, qui envoient des satellites, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un retour d'expérience que j'essaie de vous apporter, et ça va tout à fait effectivement dans le sens du Monitoring Day, où quelque part l'année dernière, en discutant, en faisant un petit débrief, j'avais dit mais c'est dommage, il y a certains sujets que vous abordez pas et que ça pourrait justement permettre de faire avancer, si j'ose dire, le schmilblick au niveau de ce type de sujet. Alors, ce qui a justifié ma réflexion, moi je suis très innovation, mais en même temps essayer de trouver des innovations qui sont pragmatiques et qui répondent à des problèmes. En fait, en discutant quand j'étais chez Tenedis, on a été partenaire de pas mal d'éditeurs, et ce qui m'a surpris un jour, c'est qu'un des éditeurs me disait « C'est bizarre, cette fin d'année, on a montré qu'on arrivait à résoudre des problèmes, mais on a beaucoup de difficultés pour renouveler les licences. » Et c'était effectivement un truc que j'avais du mal à comprendre, c'est que les DAF, à partir du moment où on avait réussi à résoudre des problèmes, considéraient que le sujet était terminé, donc on pouvait ne pas renouveler les licences des outils logiciels de supervision sur certains types de créneaux. Alors, ce qui était assez bizarre, quoi. En particulier aussi, en tant que consultant, évidemment, je m'intéressais à ce que sortaient certains grands gourous, et en particulier la vision du Gartner Group, enfin je ne sais pas si vous la fréquentez régulièrement, cette vision, qui montre effectivement les niveaux de maturité des clients par rapport effectivement à la capacité à réagir en cas d'incident ou à anticiper les incidents. Et en discutant avec les clients, concrètement, au mieux, ils étaient en mode réactif. Quelques-uns étaient en mode chaotique, c'est-à-dire effectivement qu'ils n'étaient pas capables de gérer un incident au sens propre du terme, qui subissaient vraiment les incidents. Ils étaient incapables, typiquement, d'isoler un problème. D'accord ? Alors, cette approche m'intéressait parce qu'en fin de compte, en discutant avec les clients, en faisant des bilans d'outillage, ainsi de suite, on arrivait à essayer de les cartographier, à essayer de les positionner sur un sujet, enfin sur un certain niveau. La plupart étaient en niveau 1, c'est-à-dire effectivement quand même en mode réactif, donc capable dans la plupart des cas de réagir en cas d'incident. Souvent le MTTR était relativement long, et la préoccupation qu'ils avaient, c'est « Ok, comment j'arrive à mieux anticiper les problèmes ?» Donc en fait, en mixant les deux approches, la question se posait, c'était de dire, en fait, souvent on réagit en mode urgence. Et je vais faire une analogie par rapport au domaine de la santé et vous comprendrez mieux mon raisonnement en fait. Et la question c'était de dire comment on fait du préventif. Et si je fais justement une certaine analogie par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est typiquement quand vous allez dans le domaine, dans un hôpital, on est typiquement dans la plupart des cas en mode urgence. C'est-à-dire qu'on va utiliser des outils type IRM, des bilans de sang, ainsi de suite, tout un tas de choses.
J'aurais tendance à dire qu'on fait du monitoring, on utilise des outils de monitoring de type Centréon, par exemple. Ça peut être du Sentry Software, on va essayer de penser à tout le monde. Potentiellement, sur des couches supérieures, on va utiliser du APPD, du Dynatrace, enfin ainsi de suite. Et effectivement, essayer à nouveau d'isoler le problème, essayer de diagnostiquer en profondeur, de mesurer l'impact. C'est quand même relativement essentiel parce que généralement, quand il y a un incident, c'est qu'il y a des utilisateurs qui n'arrivent pas à se servir de l'application. Donc ça peut poser des problèmes. Et derrière, effectivement, on ne se dit pas, mais ces outils-là, est-ce que je pourrais m'en servir à d'autres occasions? Et si je continue dans la logique, effectivement, de domaine de la santé, la question, c'est bien de se dire, en fin de compte, les outils que j'ai, est-ce qu'ils peuvent me permettre effectivement de faire du diagnostic? Alors là, c'est le schéma assez classique hein, de l'observabilité. Hein. C'est de l'analyse à la fois en profondeur, donc j'allais dire presque dans les différentes couches du modèle ISO, hein, depuis l'applicatif jusqu'au système, en passant par les couches réseau en particulier, et de bout en bout, tout simplement parce qu'on va s'intéresser du poste de travail jusqu'au back-end et potentiellement dans le cloud et tout ce qu'on veut derrière. Donc là, on est vraiment dans la vision assez classique. Et la question qui se pose, c'est effectivement, c'est comment je peux passer de ce mode-là à un mode plus proactif. Aujourd'hui, quand vous faites, enfin je sais pas si vous faites, à partir d'un certain âge, on va dire, on a tendance à faire des bilans réguliers pour aller détecter si on n'a pas un petit souci, on fait une prise de sang, on fait un IRM quand on a des doutes sur certaines parties. Donc on ne se pose pas de questions à dire, tiens, bizarrement, l'outil d'IRM, par exemple, ou l'analyse de sang, elle sert effectivement quand vous avez un accident et que vous allez au CHU pour les urgences, mais ça sert aussi effectivement en mode préventif. Bon, ça ne surprend personne. Alors j'aurais tendance à dire, pourquoi effectivement on ne ferait pas la même chose avec des super outils pour lesquels on paye des fois des licences relativement importantes en se disant, mais ok, je suis capable de me servir de ces outils, à nouveau du Splunk, APPD, Dynatrace, Centréon, Sentry et autres, pour dire, mais ok, là cet outil est super pour pouvoir m'aider à résoudre des incidents, mais est-ce que je ne peux pas m'en servir à froid et potentiellement effectivement pour détecter des signaux faibles et les détecter le plus en amont possible. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent aujourd'hui leurs outils pour faire de l'analyse à froid, en prod, pour les utiliser en dev. Aujourd'hui, j'en connais qu'un de client qui a utilisé des outils de monitoring en dev, hein. Mais monitoring type applicatif avec tout ce qui va bien. Je ne sais pas s'il y en a qui ont expérimenté ça. À peine surpris. Voilà. C'est exceptionnel. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a du ROI à faire dessus, quoi. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est, en restant sur une logique assez classique, de reparcourir le cycle applicatif et de se dire effectivement quel est l'intérêt d'utiliser ces outils-là que vous avez déjà en place dans la plupart des cas, mais dans d'autres cadres. Donc, à nouveau, éviter d'être toujours dans le mode du CHU, aller passer son IRM parce qu'on a détecté un problème, pour se dire, mais est-ce que effectivement, je ne peux pas consacrer un petit peu de temps pour aller me servir de ces outils-là à froid, pour anticiper les problèmes. Alors, si je reprends effectivement la production, voilà. Je vais essayer de tout passer, comme ça, ce sera plus facile pour vous. En fait, j'ai eu l'occasion d'expérimenter ça et de mettre ça en place chez un certain nombre de sociétés. C'est la possibilité de dire, ok, j'ai mes outils, et je vais, sur des applications critiques, il faut toujours commencer par des choses simples, hein. Je vais utiliser mes outils pour aller détecter des signaux faibles. Aller voir effectivement si j'ai pas des requêtes qui prennent du temps, bizarrement. Aller voir si j'ai pas un certain nombre d'erreurs qui passent et qui sont pas effectivement jusqu'à bloquer l'applicatif, mais qui pourraient effectivement me donner des petites inquiétudes. Et apprendre ces informations-là, à faire des ateliers avec les gens du dev applicatif, donc les gens du métier, et de reparcourir ces petits incidents-là, ces petits signaux, et de se dire, mais en fait, nous, effectivement, on n'est pas des experts de l'applicatif. Je repense vraiment à un client en particulier de Lyon que certains peuvent connaître, là, une compagnie d'assurance. Réunion avec les devs, on parcourait typiquement les signaux faibles et en particulier certaines requêtes qui prennent du temps.
La vérité, elle n'est pas dans l'IT, la vérité, elle est dans le métier. Pourquoi? Une requête peut être longue pour différentes raisons. Ça peut être une clôture comptable, ça peut être tout un tas de phénomènes de synchro, ainsi de suite, où effectivement le client va dire « Ah bah oui, ça c'est normal que cette requête soit longue ». Ou alors « Ah bah non, effectivement, tiens, on s'en était jamais rendu compte, cette requête-là est longue et c'est bizarre. Est-ce que je peux avoir des informations supplémentaires pour savoir effectivement pourquoi c'est long ?» Et là, du coup, effectivement, on va pouvoir rentrer dans une boucle avec les utilisateurs, enfin les utilisateurs, les gens du dev, aller effectivement donner des informations, derrière effectivement suivre les correctifs, suivre l'évolution des mises à jour effectivement qui ont été faites, et de pouvoir se dire, ah effectivement là, on a amélioré la fiabilité de l'application, ainsi de suite. Ce qui a été fait, enfin ce dont je vous parle, a permis de baisser entre 20 à 30% le nombre d'incidents en prod chez ce client-là. Et ce qui est assez rigolo, c'est que la personne qui s'occupait de cette activité-là, donc chez ce client, à un moment a quitté effectivement la société, est parti dans une autre, et je l'ai contacté il n'y a pas longtemps, il me disait, ben, en fait les ateliers, on est en train de les remettre en run chez nous, dans la nouvelle société, parce qu'effectivement ça avait été tellement efficace que, ça nous avait, que je veux absolument remettre ça en place. Alors, chose importante, parce qu'effectivement souvent, on se dit oui, ces diagnostics-là, ainsi de suite, il faut avoir certains types d'outils. On peut détecter des erreurs avec plein d'outils. On peut détecter des erreurs avec les outils réseau. Donc si vous avez du Netscout ou du Riverbed ou autre solution, vous êtes capable, en discutant avec les gens du réseau, d'aller détecter des signaux faibles. Et vous allez à nouveau, quand on parle d'observabilité, on parle de transversalité. On parle de casser les silos. Donc avec ce type d'approche, vous allez pouvoir aussi créer du lien, et ça c'est quelque chose qui est énorme pour justement déjà améliorer les relations, éviter que ça soit toujours la bagarre dans les périodes de crise, mais surtout anticiper. Alors en phase de stress test, bon c'est assez connu, hein, souvent quand on fait du stress test, on met des outils de monitoring pour aller tout de suite soit vérifier les confs, soit vérifier effectivement quels sont les points faibles des composants. Mais ce qu'on avait aussi nous expérimenté, c'est de mettre en place une signature applicative. Alors qu'est-ce qu'une signature applicative? C'est un peu la carte d'identité d'une application ou de composant, et de dire effectivement comment ce composant-là se comporte. C'est un peu comme si à nouveau vous faisiez un bilan sanguin et puis vous disiez tiens effectivement c'est quoi le niveau de perf, c'est quoi le nombre d'appels, c'est quoi le nombre d'erreurs générées, ainsi de suite. Donc ça c'est le niveau 2. Alors pourquoi niveau 2? Parce qu'on peut le faire en dev, et ça c'est un peu plus original. En fait l'intérêt en dev c'est à nouveau d'essayer à la fois d'anticiper les problèmes effectivement, mais aussi de pouvoir optimiser le code. Typiquement, je repense à cette grosse banque plutôt verte. À un moment, quand on discutait avec eux dans l'expérimentation qu'on a fait, au niveau d'utilisation d'outils de monitoring, enfin c'était du Dynatrace, pour être très, très concret, à un moment, le client, avec ses développeurs, il se posait la question de savoir, tiens, au fait, pour telle requête, il y a plusieurs hypothèses, plusieurs manières de faire telle requête. C'est quoi la bonne? Et en fait, en utilisant les outils, on a pu monitorer avec une certaine version, après aller monitorer avec l'autre version, et puis se dire, ah bah tiens, effectivement, c'est plutôt cette version-là, et on sait pourquoi, qui sera plus efficace pour passer derrière en prod. Alors, ce qui est aussi intéressant, surtout quand on essaie de faire de l'optimisation, c'est que les outils de monitoring, à nouveau, vont permettre d'aller voir la consommation de ressources. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus critique parce qu'on essaie d'optimiser, de baisser l'impact. Et sans ces outils-là, bah, c'est assez difficile de pouvoir faire des choix. Et même d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais d'optimisation. On peut très bien dire, OK, c'est pas grave, si je consomme moins, enfin, c'est pas grave, si je prends plus de temps et que je consomme moins, plutôt qu'avec telle version qui va consommer plus et qui va peut-être être plus efficace. À un moment, il y a toujours une sorte de ratio à respecter. Voilà. Et donc, ça permet aussi de définir la signature applicative. Moi, je me souviens aussi d'un cas assez rigolo en prod, chez un gros client de l'administration. Alors, pourquoi c'était rigolo? Tout simplement parce que la personne qui surveillait l'applicatif, alors surveillait sur son super écran de monitoring, et puis à un moment, je vois un post-it à côté. Alors, je lui dis, tiens, c'est quoi votre post-it? Et en fait, le post-it, c'était le graphe du comportement de l'application sur le cours de la journée.
Donc la personne avait entre guillemets sa signature applicative et comparait en continu pour voir effectivement tout au long de la journée si le comportement de l'applicatif était conforme au graphe qu'il avait mis sur son post-it. C'est du véridique, hein. Je vous le garantis. Il y a des fois des belles surprises. Il faut savoir être pragmatique. Je trouvais que c'était très pragmatique, c'était hyper efficace. Bon, pas forcément hyper réactif, mais enfin bon. Voilà. Et donc, quand je vous parle d'utiliser ces outils de monitoring en dev, effectivement, l'expérimentation qu'on a fait à la fin, c'était quoi? C'était effectivement, est-ce que ça apporte quelque chose? Et surtout, quel est le ROI? Et dans les deux cas, effectivement, sur les deux aspects, on a prouvé qu'aller mettre des outils, même des outils qui sont, attendez, il faut être réaliste, hein, des outils à la Dynatrace, aller mettre ça en conf dans des infrastructures de dev uniquement, hein, on est bien d'accord, donc c'est une installation supplémentaire, a été non seulement super efficace, et c'est au dire des développeurs, c'était pas au dire évidemment des gens qui manipulaient l'outil, parce que ça c'est toujours facile de dire ah, il est super votre outil, effectivement, mais l'intérêt c'est qui en bénéficie. Et en plus, le ROI a été justifié. Et un ROI inférieur à 1 an, ce qui est quand même assez exceptionnel, quoi. D'accord. Alors j'essaie d'être assez concis hein, pour respecter le timing des 20 minutes, même si je suis plutôt bavard de nature. Il y a d'autres outils, effectivement, enfin d'autres intérêts, et ça, vous pouvez les prendre, surtout en prod. Moi, je me souviens d'un grand de l'assurance, et d'ailleurs de la même manière, plutôt dans le pétrole. Les gens, ils avaient pas mal de plateformes en prod. Et la question qui se posait tout le temps, c'est comment j'arrive à détecter les plateformes qui servent à rien. Et ils n'arrivaient pas à justifier effectivement qu'ils pouvaient passer du temps à identifier les plateformes qui dorment. Et par contre, ils étaient capables de dire combien de millions ils perdaient par an avec des plateformes qui dormaient. Donc il y a à nouveau effectivement un intérêt particulier à aller effectivement utiliser ces outils. Alors, moi, je suis un peu green aussi, donc c'est vrai que quand on peut, en particulier, utiliser des outils pour faire baisser l'impact carbone, c'est d'autant plus intéressant. Voilà. Donc, ce que je voulais passer comme message, c'est de manière assez concise, c'est l'intérêt des outils de monitoring, c'est utiliser-les effectivement en prod, ça vous le faites tous les jours. Prenez du temps pour non seulement les utiliser en prod à chaud, mais essayer de consacrer un petit peu de temps à froid pour pouvoir identifier ces fameux signaux, aller voir les gens du dev, des métiers, échanger avec eux. Et avec ça, vous pourrez effectivement non seulement faire du réactif, et donc travailler en mode urgence, mais aussi, et ce qui me paraît majeur dans l'évolution de notre métier, c'est de pouvoir faire du préventif. Voilà. Merci à vous. Ah, je sais pas si vous avez des questions. Oui, bien sûr. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. De votre expérience, est-il possible donc de faire du monitoring de l'observabilité de la FAB, enfin des environnements de pré-production jusqu'à la production, mais avec des outils différents? Par exemple, des outils coûteux tels Dynatrace ou Abdin sur la production, et puis sur les environnements plutôt de dev, pour réduire les coûts ou les maîtriser, des outils plutôt basés sur de l'open source, par exemple. Est-ce que vous avez déjà rencontré ça dans Alors, c'est une question qu'on a souvent, enfin que j'ai souvent. Et la réponse est assez complexe, en fait. Tout ça, pourquoi c'est complexe? Parce que, typiquement, effectivement, et si je reste même déjà rien qu'en prod, on arrive à mettre des solutions relativement coûteuses, comme vous dites, hein, que ce soit du Dynatrace, APPD et autres, sur des applications qu'on appelle critiques. Effectivement, on va cibler les quelques applications critiques, effectivement, qui sont le business à en parler. Alors ça peut être effectivement le site marchand, comme pour des industriels, ça peut être effectivement les outils de production industrielle. La question, effectivement, c'est une fois qu'on a couvert ça, on se dit comment je fais pour les autres? Parce qu'il y a des applications un peu moins critiques sur lesquelles on peut mettre du budget. On peut pas mettre les mêmes budgets. Alors, moi j'aurais tendance à dire, il y a deux hypothèses, hein. Enfin il y a deux solutions. Après
c'est aussi une négociation avec les fournisseurs, quoi. C'est soit on complète dès la prod sur des applications moins critiques avec des outils open source. Le problème, c'est que ça va amener un surcoût qui soit lié, c'est un peu le problème de l'open source souvent, à du déploiement et effectivement à de la compétence complémentaire. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut associer, enfin en particulier, effectivement, cette phase-là. Alors après, l'intérêt, effectivement, de faire comme ça, c'est effectivement de aussi mettre en concurrence les solutions à Dynatrace et autres et de se dire, effectivement, vous n'êtes pas les seuls avec qui on peut bosser. Je vous dis, là, le choix n'est pas évident. Alors, il y en a qui préfèrent faire peur, en profiter pour négocier, surtout quand vous avez des bons acheteurs, négocier avec l'éditeur pour dire, effectivement, au lieu d'être à 5 applications critiques, je vais passer à 10. Et du coup, je ne veux pas payer le surcoût que vous m'affichez, vous me faites 50% sur le surcoût, quoi. Donc des fois, quand on arrive à négocier, ça peut être intéressant de rester sur le même. Alors après, si on étend votre question sur les différentes étapes, la difficulté, c'est après, effectivement, de réussir. C'est un peu le principe de l'observabilité. Parce qu'en fin de compte, si je prends que du Dynatrace, évidemment, Dynatrace peut dire je fais de l'observabilité. Parce que c'est vrai qu'ils arrivent à couvrir à la fois de l'applicatif, le middleware, le réseau en partie, le système, ainsi de suite. Donc c'est vrai, dans une certaine mesure. Sauf que sur des post-utilisateurs, aujourd'hui, ils ne font pas franchement du monitoring du post-utilisateur. Donc, bon. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fin de compte, l'observabilité, pour moi, ce n'est pas qu'un seul outil. C'est une association d'outils. Et c'est bien cette association qui fait qu'on arrive à avoir la fameuse vue dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois multicouche et en même temps de bout en bout. Si on veut isoler un problème, c'est en ayant cette double vue. De toute façon, il n'y a pas de débat. Alors après, par rapport à votre question sur le dev, je pense que c'est intéressant d'avoir justement des métriques. D'ailleurs, je parlais de signature applicative. C'est un peu ça. C'est de réussir à garder des mêmes métriques ou des mêmes comportements ou des événements. Enfin, je sais pas, après, on peut mettre les termes qu'on veut en fonction du vocabulaire de chacun. Des mêmes informations qu'on arrive à suivre de bout en bout, enfin, sur l'ensemble du cycle, quoi. Quand je parle d'un temps de réponse, faut que ce soit la même mesure du temps de réponse. Et c'est un peu ça la difficulté. Moi, je sais qu'à un moment, effectivement, on était avec du APPD. APPD, avec sa vision statistique, alors, je ne suis pas sûr qu'ils aient complètement revu leur copie sur cette approche-là. Ça ne permettait pas justement de faire cette analyse des micro-événements, là, des signaux faibles. Donc, du coup, c'était un peu pénalisant. Donc, on arrive... C'est un peu compliqué, des fois, effectivement, d'utiliser certains types d'outils à certains endroits parce qu'on n'arrive pas à recouper les informations d'un environnement à une autre information. C'est ça la difficulté. Si on veut pouvoir vraiment faire du préventif, il faut être capable, effectivement, de suivre le comportement et d'être capable de voir, effectivement, en fonction du comportement, enfin de l'environnement, plus exactement, en dev, en stress test, en prod, c'est quoi la différence et à la limite, c'est quoi le facteur de corrélation ou de correction que je dois attribuer quand je passe d'un environnement à un autre, parce que c'est pas exactement les mêmes plateformes, c'est pas exactement, enfin les conditions ne sont pas forcément les mêmes, il y a peut-être des composants qui sont pas forcément exactement dans les mêmes versions, ainsi de suite. Enfin voilà, excuse-moi, j'ai fait une réponse un peu longue. On est un peu en retard. Merci. Désolé. Merci. Mais le sujet est compliqué, c'est un sujet vraiment très compliqué. Donc, je pense qu'il y a une autre question, comme ça, une dernière question. Ouais, je vais essayer d'être plus court. Voilà. Désolé. Une dernière question. Moi, je veux bien, s'il n'y en a Oui. pas une auautre. Vous parlez des métiers, donc les développeurs. Aujourd'hui, on leur demande de faire de l'accessibilité, de la sécu, du RGPD, de l'éco-conception, etc. Comment dans les sociétés dans lesquelles vous êtes allés, ils voient ce sujet de l'observabilité? Alors souvent, enfin ça dépend effectivement. Ça dépend comment on leur amène. C'est ça je vais faire une réponse longue, je suis désolé. Je vais me faire tuer. Sinon, on se voit au café. Hein. Oh, on peut se voir au café, il n'y a pas de souci. En fait, tout à l'heure, je parlais de casser les silos. En fait, le problème, c'est que les gens qui font de la perf, moi je me souviens justement chez les Lyonnais, là, on avait monté une équipe perf, carrément. Et donc ces gens-là, ils utilisent leurs outils, ils faisaient leurs analyses, et derrière on a créé le contact avec les développeurs métiers. Mais pas en disant nous on sait et on va vous expliquer toutes les conneries que vous faites, quoi.
D'accord. Parce que ça, c'est effectivement, si on arrive en se prenant pour le maître d'école et qu'on explique aux autres qu'ils savent pas faire, on se fait baffer. Enfin, la création, le lien ne peut pas se créer. Par contre, si modestement on dit, tiens, nous on a vu des choses en prod, on voit des comportements qui nous paraissent un peu bizarres. Voilà, typiquement, tout à l'heure je parlais d'une requête qui me paraît longue ou un composant qui semble consommer beaucoup de ressources. Est-ce que c'est pas optimisable? Voilà, où on a vu tant d'erreurs. Et qu'on pose la question aux gens, et que c'est eux qui vérifient effectivement si ce comportement est normal ou pas, tout de suite on crée un autre dialogue. Et moi je l'ai vu de manière concrète, c'est quand on a eu ces questionnements-là, c'est oui, telle requête, c'est normal qu'elle soit longue. C'est une clôture, c'est une machin, ça c'est normal. Par contre, effectivement, ça nous interpelle de voir que telle autre requête, effectivement, est si longue que ça. On s'en était pas rendu compte, parce qu'effectivement, nous, on n'a pas les outils pour voir. Est-ce que vous êtes capable de nous fournir les informations supplémentaires? Ah bah oui, après l'atelier, on va aller gratter, vous fournir les éléments dont vous avez besoin pour comprendre ce qui se passe. Et là, tout de suite, la relation est différente, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est exactement la même chose quand on a commencé l'expérimentation à Annecy avec la fameuse banque verte, là. Quand on a eu l'idée d'aller voir des gens du dev, quoi, mais vraiment en phase de création des produits, à leur dire, voilà, nous, ce qu'on sait faire, on fait du monitoring. On ne sait pas développer, on fait du monitoring, on est capable d'analyser, vous donner des informations, ainsi de suite. Alors, au départ, effectivement, les gars, ils nous regardent, c'est quoi ces empêcheurs de tourner en rond, quoi, à nouveau, quoi. Puis, on crée le lien, et ça durait au moins 6 mois à peu près l'expérimentation. Mais la relation a évolué, parce qu'effectivement, on était à nouveau dans ce type d'échange, et d'un seul coup, effectivement, la relation était bonne, quoi. Donc... je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Merci, monsieur Roche.